Bienvenue à tous à cette conférence de presse de la Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue. Il me fait très, très plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Je veux commencer par remercier la MRC d'Abitibi qui nous a invités, en fait, M. Dastou aussi, qui nous a invités à venir faire la conférence de presse ici dans les locaux de la MRC. Je veux remercier aussi, donc vous allez voir le logo du gouvernement du Québec au début et à la fin de la présentation, donc le Fonds d'appui au rayonnement des régions et plus précisément notre comité de sélection régionale du FER qui a donc sélectionné notre projet il y a 2 ans et qui a fourni l'essentiel du financement pour sa réalisation. En terminant, je voudrais remercier aussi les collègues des 2 organismes de bassin versant de la région. Vous avez leurs bannières qui sont ici à l'avant. Donc, M. Luc Bossé, directeur général pour l'organisme de bassin versant Abitibi-Genesee et pour l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, donc Yves Grafteau, qui sont ici avec nous aujourd'hui. Pour le déroulement de la conférence de presse, donc vous m'avez peut-être entendu dire, là, je vise un événement de moins d'1 heure. On va avoir dans un premier temps le mot du président. Donc, Serge va pouvoir venir vous souhaiter la bienvenue. Ensuite, Yves Grafteau pour l'OBVT va venir dire un petit mot. Et ensuite, je vais faire une présentation qui est, et là je vais être très clair, c'est un extrait du cadre de gouvernance qu'on publie aujourd'hui. Donc, on a 19 propositions de règles de gouvernance dans ce document-là. Il y en a 4 que je vais présenter aujourd'hui. Et on va terminer donc avec une petite ouverture sur la saison de la campagne d'adhésion régionale qui s'ouvre aujourd'hui avec la publication du document. Et par la suite, donc, les collègues des OBV, Serge et moi-même seront disponibles pour des entrevues au besoin. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à notre président, membre fondateur, soutien depuis toujours. Et puis, je tiens à le souligner aussi, le document qu'on présente aujourd'hui, c'est quelque chose qui était dans la tête de Serge depuis des années, depuis la fondation de la CESAT, depuis avant que moi j'émigre en Abitibi-Témiscamingue. J'étais encore aux études et puis il avait déjà cette idée-là, donc ça me fait très, très, très plaisir de lui céder la parole donc, pour publier ce document-là aujourd'hui. Avant qu'il arrive, quand il était dans les océans, c'est pour dire que l'océanographie mène à tout, y compris à l'eau souterraine. C'est comme quand on est en droit, on disait le droit mène à tout en autant qu'on en sort. C'est pour ça que ça va bien aujourd'hui, j'en suis sorti. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. Ça me fait plaisir de vous recevoir parce que, justement, ce qui est proposé aujourd'hui par le cadre de gouvernance, c'est effectivement lié à plusieurs sujets de conversation, de discussion qu'il y a eu au cours des dernières années, qu'on pense au transport massif d'eau en dehors de la région, aux aspects, différents enjeux reliés aux redevances et à tout ce qui sont tout ce que sont les règles de gestion, d'utilisation, d'usage de l'eau en général. Puis là, effectivement, on parle de l'eau de surface et de l'eau souterraine, bien entendu. Et ce qui est le cadre de gouvernance qui est proposé est effectivement issu des préoccupations historiques de la région, dans le fond, depuis des décennies. Effectivement, la notion et l'importance que les occupants du territoire, les organisations du territoire accordent à l'eau sont toujours avérées, très présentes. Et puis, à cet égard-là, c'est sûr que ça s'applique naturellement à la notion des eaux de surface, mais aussi beaucoup à la notion d'eau souterraine, particulièrement celle reliée à l'eau issue de nos escarres et moraines. Mais je vous me permettrez de citer ici un extrait du plan régional de développement de 2014-2019 de la conférence régionale des élus. Plan régional qui avait reçu un fort assentiment, un fort appui de l'ensemble des régions, donc autant au niveau citoyen qu'au niveau des organisations. Et ça s'appliquait effectivement à un des objectifs prioritaires du plan qui était de préserver la qualité des milieux naturels et de la ressource hydrique.
Et à cet égard-là, je vous cite l'extrait, on disait « La société régionale insiste. Il faut assurer et parfaire la mise en place d'outils d'observation et de connaissance et renforcer les mécanismes de suivi et de gestion de l'environnement naturel. Il est donc nécessaire d'assurer l'équilibre entre la protection, il est nécessaire donc d'assurer l'équilibre entre la protection, la valorisation et le développement des ressources naturelles en question. L'Abitibi-Témiscamingue doit donc maintenir une attention particulière sur ces ressources et particulièrement sur la ressource hydrique, une priorité incontournable de la région. Il s'agissait là donc d'un énoncé de principe sur lequel plusieurs des actions de la Conférence régionale des élus et de la CRRNT, la Commission sur les ressources naturelles et territoires, qui ont fondé les actions de ces organisations à l'époque. Donc, c'est dans la continuité de ces affirmations-là que les organisations de la région, mais la SOSAT, la mission de la SOSAT et les organismes partenaires qu'on a nommés tantôt, soit les 2 OBV et le Conseil régional de l'environnement. Donc, c'est dans cette continuité-là qu'on a réalisé le cadre de gouvernance d'exploitation des ressources commerciales et industrielles de l'eau en Abitibi-Témiscamingue, tel qu'on le publie aujourd'hui. Ce qui est proposé aujourd'hui, on peut dire que c'est une proposition qui est ambitieuse. C'est un cadre de gouvernance qui est unique en région à l'égard de ces ressources naturelles. Il n'y a aucune autre ressource naturelle qui bénéficie d'un cadre de gouvernance de la nature de celui qu'on dépose aujourd'hui. On peut également affirmer que la région de l'Abitibi-Témiscamingue se démarque significativement du reste de la province de Québec en assumant un leadership certain, en rassemblant dans un document cadre un ensemble de propositions significatives à l'égard de la ressource eau. À cet égard-là, donc, on peut, sans avoir fait le tour de l'ensemble des régions du Québec, je pense qu'on peut affirmer que d'établir et d'énoncer un cadre de gouvernance régionale comme celui qui est déposé aujourd'hui, ça n'existe pas ailleurs. Les orientations et les appels à l'action de ces propositions constituent un formidable positionnement sur des enjeux qui sont clairs, qui sont ciblés et qui sont essentiels quant aux implications liées à l'usage de la ressource hydrique, et ce, en région, mais aussi, à bien des égards, si on regarde les propositions, donc à bien des égards sur l'ensemble du territoire de la province. Certaines de ces propositions sont destinées à recevoir une adhésion potentiellement plus facile des parties prenantes aux enjeux qui y sont énoncés. On pense entre autres à l'adhésion au programme d'utilisation efficace de l'eau que plusieurs municipalités ont soit orienté ou adopté, à l'engagement volontaire de plusieurs compagnies minières de tenir compte des enjeux liés à l'eau, notamment par des échantillonnages de puits résidentiels à proximité des projets miniers. Donc, ce sont des choses qui, sans être introduites dans des cadres spécifiques ou réglementaires, sont déjà en application. Mais le cadre de gouvernance va à cet égard-là plus loin. Donc, c'est des éléments qui sont déjà mis de l'avant. Mais par ailleurs, il y a plusieurs des propositions qui sont susceptibles de confronter certaines pratiques, des normes, de la réglementation locale, des réglementations provinciales, certains aspects législatifs et certains modes de gestion des fonds publics. Et là, je parle principalement des redevances sur l'eau. Les éléments qui sont susceptibles de générer plus de confrontation se rapportent potentiellement plus aux normes de transfert massif d'eau intra-Québec, au questionnement légitime quant à l'usage des redevances sur l'eau, à tous les accès aux informations relatives au prélèvement d'eau ou à l'application systématique de protocoles de protection de la ressource hydrique dans les conditions d'autorisation de projets miniers, pour ne citer que ceux-là. Les défis énoncés dans le cadre de gouvernance proposé peuvent être qualifiés de majeurs et de courageux. Ils sont toutefois basés sur des prémices fouillées, chaque proposition étant clairement motivée dans le document de fondation qu'on publie aujourd'hui. Le travail qui a été effectué à cet égard-là fait en sorte que les propositions qui sont déposées, c'est pas l'idée du jour, c'est pas quelque chose qui est tiré d'un chapeau. Chaque proposition est fondée sur une documentation, une recherche documentaire, des consultations, des discussions qu'il y a eu avec plusieurs partenaires, plusieurs individus significatifs dans les enjeux de l'eau au niveau de la région. Donc, le travail accompli jusqu'à la proposition du cadre qu'on dépose aujourd'hui, c'est un travail important. Ça a pris 2 ans de travail
pas à temps plein, mais 2 ans de travail soutenu pour en arriver au dépôt du plan en question. Et comme le dépôt de plusieurs règles de gouvernance et d'orientation, ben le gros du travail reste à faire, à savoir d'obtenir l'adhésion des acteurs, des citoyens, des acteurs et des gestionnaires, autant au niveau local, régional que provincial, à l'égard de la ressource eau. À cet égard-là, donc, on peut compter déjà sur l'adhésion des organismes partenaires du projet. Mais bien entendu, il faut sortir des acteurs, strictement des acteurs qui sont plus directement concernés par les enjeux de l'eau. Il faut s'attarder effectivement à obtenir l'adhésion du plus grand nombre de personnes possible au cadre et aux propositions qui sont déposées aujourd'hui. Donc, au cours des prochains mois, puis Olivier va y revenir tantôt, les acteurs, les instances, les gestionnaires de territoire, les gestionnaires des ressources, par ces propositions, seront interpellés pour prendre position et surtout passer à l'action pour que les propositions reçoivent des applications concrètes. Et on souhaite que tous et chacun va répondre présent et va répondre à l'appel pour que les actions souhaitées, les actions non seulement souhaitées, que les actions et les orientations énoncées puissent se mettre de l'avant. En terminant, je tiens à saluer le travail incommensurable de notre ami Olivier Pitt, directeur général de la SESAP. Un travail colossal qui a été déposé là. C'est issu pas non seulement du travail qu'il y a là, mais du travail des 10 dernières années au sein de la SESAP, donc de la publication des différents documents, des différents travaux, des plans de plans directeurs de l'eau, donc de plusieurs documents, comme je l'ai dit, qui fondent le sérieux des propositions qui sont déposées aujourd'hui. Donc, si on a une ressource naturelle eau qui est très précieuse en région, on peut dire que la SESAP a une ressource humaine qui est aussi précieuse, soit la ressource Olivier Pitt. Et je remercie effectivement les collègues des 2 OBV qui sont ici pour le soutien, l'appui, les propositions, les suggestions, améliorations qui ont été apportées, ainsi que les nombreuses personnes qui ont été consultées. Olivier, tu pourras en faire état, je n'ai pas le nombre précis, mais il y a plusieurs personnes et organismes qui ont été consultés dans le dépôt de ce cadre de gouvernance-là. Donc, je vous remercie et souhaitons-nous la meilleure application possible du cadre de gouvernance déposé aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Yves Carto, je suis directeur général de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. On est basé à Ville-Marie. Notre mission, c'est de mettre en place la gestion intégrée de l'eau par bassin versant pour toute l'eau qui s'en va vers le Saint-Laurent. Donc mon alter ego Luc Bossé pour le territoire où on se trouve, pour la Ricana, la rivière Mousse, la rivière Belle, qui s'en vont vers le nord. Donc je suis content d'être ici parmi vous aujourd'hui, puis je vais reprendre quelques-uns des mots de M. Bastien. Donc l'exercice qui a été fait aujourd'hui, effectivement, est un exercice colossal, un exercice qui a nécessité plusieurs années, plusieurs dizaines de personnes, plusieurs dizaines d'organisations qui ont été concertées pour ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Et ce qui vous est présenté aujourd'hui, c'est la recherche, comme disait M. Bastien, de l'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur protection. Une bonne façon de travailler à gérer cette ressource qui, pour nous, est une fierté en région, la ressource aquatique, et qui, je pense, avec les années que l'on connaît, va devenir de plus en plus importante à l'échelle mondiale et à l'échelle locale. C'est un exercice courageux, ce qui va vous être présenté, mais qui, de ce que j'en ai vécu à travers le processus, amène une forte adhésion quand même pour la plupart des recommandations qui vous seront présentées ce soir, cet après-midi. Il faut savoir que la réglementation actuellement, qu'est-ce qui nous norme dans l'utilisation de ces ressources industrielles et commerciales de l'eau en région et un peu partout au Québec, sont une base. C'est le strict minimum qui est nécessaire pour s'assurer qu'on puisse espérer une certaine durabilité de ces ressources-là. Malgré cela, et puis j'apparenterai un peu le travail de Olivier Pitre comme un peu un travail de vérificateur général. Est-ce que ce système de réglementation fonctionne bien?
ou est-ce qu'il y a des lacunes à travers ce système-là? Olivier a ce talent fabuleux de mettre le doigt sur les petites affaires qui ne vont pas bien, notamment au niveau des règlements, souvent les choses qu'on laisse un petit peu de côté parce que trop complexes, parce que trop longues à lire. Olivier a cette patience et ce talent pour aller chercher effectivement les petites coquilles dans ces affaires-là qui passent souvent dans le beurre. Donc je le remercie beaucoup, comme M. Bastien. Olivier a une grande patience, un grand talent, et sans lui, je ne pense pas qu'on aurait réussi aujourd'hui à livrer ce cadre de gouvernance. Je vous parlais de la réglementation. La réglementation, c'est vraiment la ligne de base de qu'est-ce qui est exigé. En région, notre communauté, on l'a vu par l'historique depuis les temps de Lacré, feu Lacré, notre communauté veut être bien au-delà de certaines réglementations. On a des valeurs, on a des besoins, on a des attentes qui dépassent cette réglementation. Aujourd'hui, le cadre de gouvernance va chercher une partie de ces attentes-là, une partie de ces valeurs pour les mettre noir sur blanc sur du papier et faire en sorte qu'on puisse avoir conscience de qu'est-ce que l'on fait de façon volontaire, qu'est-ce que l'on fait en respectant les réglementations, mais qu'est-ce qu'on peut faire davantage. Un des bons exemples que j'avais entendu tout à l'heure, puis qui marque assez clairement notre imagination, c'est quand certaines entreprises qui arrivent sur le territoire, qui creusent la terre pour aller chercher le minerai, font des démarches volontaires d'acquisition de connaissances autour de leurs activités. Ce n'est pas exigé. Elles le font de façon volontaire. Puis pour nous, c'est une bonne façon de travailler en tant que communauté, se donner des valeurs, se donner des objectifs et se donner une façon de travailler ensemble pour que tout le monde puisse profiter de la ressource en eau à plus long terme. Donc, il faut voir ce cadre de gouvernance comme une façon pour nous d'afficher les couleurs régionales, d'afficher notre vision de développement du territoire aussi et notre façon de travailler ensemble. C'est une sorte de charte des valeurs pour l'eau et son exploitation industrielle et commerciale en région. On est fiers d'être les premiers au Québec. On aimerait ça que d'autres régions emboîtent le pas. Probablement que c'est ce qui va se passer petit à petit. Donc, encore une fois, je continuerai en disant que c'était un bel exercice qui a été très complexe. On avait les bonnes personnes en région pour ça et la bonne communauté aussi. Je pense que ce n'est pas pour rien que c'est arrivé en Abitibi-Témiscamingue. Peut-être qu'on a cette fierté de notre ressource en eau, on en voit partout. Ici, on a quelques mètres de la majestueuse Arikana. On est fiers de cette eau-là. Dans la MRC Abitibi, l'eau souterraine est très importante. Donc, on est au cœur du meilleur endroit, je pense, au Québec pour parler de l'eau. Récemment, on a eu la chance d'adopter ce cadre de gouvernance à notre table de concertation, notre table de concertation qui regroupe les acteurs de l'eau de notre territoire pour le Témiscamingue, donc pour Rouyn-Noranda et le Témiscamingue. Donc ça a été adopté à notre table, ça va continuer à se propager à travers la région, ce genre d'adoption. Donc ça veut dire que les acteurs de l'eau sont en faveur des propositions qui vont vous être présentées en partie par Olivier ce soir. Donc, merci beaucoup. J'espère que cet exercice qui peut sembler très complexe va vous être démystifié par Olivier sans aucun doute. Puis vous verrez là-dedans des choses très concrètes. Souvent, certaines évidences, peut-être certains acquis qu'on pensait normales, on se rendait compte que ce n'était pas le cas dans les réglementations, dans ce qui était exigé, que certaines choses n'étaient pas aussi bien protégées qu'on le pensait, n'étaient pas aussi bien rodées ou logiques que l'on pensait. Donc le cadre de gouvernance en partie va venir vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire assez simplement pour mieux protéger cette ressource. Puis mieux travailler aussi en région aussi, au niveau de la gestion, parce que certains points, oui, sont plus d'ordre financier. On sait qu'il y a certaines inéquités dans le système actuel, puis ce cadre de gouvernance vient mettre la lumière sur certains de ces petits points-là. Donc, merci beaucoup, puis bonne conférence. Merci beaucoup, Olivier. Donc, je pense que je vais reprendre la balle de ce que Yves a dit. Effectivement, moi, je pense que c'est pas un hasard si ce type d'exercice-là se réalise en Abitibi-Témiscamingue. Je suis en fait très, très fier de la publication qu'on fait aujourd'hui. Puis ça reflète deux choses, tant qu'à moi. Oui, l'importance qui est accordée à l'eau en région. Ça, c'est quelque chose de certain. Mais je dirais aussi, ça prenait une région qui a un certain leadership puis qui n'a pas peur d'innover. Ça prenait aussi un petit grain de folie pour avoir le front d'essayer de taper une trail qui n'était pas faite encore. Donc, je trouve que ça rejoint deux des grandes valeurs de la région.
et très, très fier de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, je vais prendre juste une minute pour présenter d'abord j'ai du sans-fil. Pour présenter d'abord le contexte, la réalisation de ce cadre-là, de ce mandat-là. Et puis, dans un deuxième temps, je vais présenter une série de 4 des 19 règles de gouvernance qui sont dans le document. Le document, je tiens à le préciser, il est public depuis un peu avant midi aujourd'hui. C'est sur le site Internet de la CESAT. Et puis, donc, la totalité du document peut être accédée sur cette interface-là. Donc, le mandat qu'on a reçu, donc, c'est ça, doter la région d'un cadre de gouvernance pour l'exploitation industrielle et commerciale de l'eau. Comme je le mentionnais, ça faisait très longtemps que Serge avait ce projet-là en tête, que la région, d'une certaine façon, annonce ses couleurs, annonce ses attentes aux entreprises qui tirent un profit de l'exploitation de l'eau, entreprises industrielles ou commerciales, et qu'on le fasse de façon proactive, qu'on ne le fasse pas en réaction à un projet, qu'on le fasse loin des controverses, mais donc qu'on puisse donc faire un travail efficace, systématique. En 2018, au début 2018, on a obtenu le financement au phare pour commencer ce projet-là, qui est un projet de 2 ans. Et la première étape, c'est ça a été de compléter le portrait de l'exploitation industrielle et commerciale de l'eau en Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup de choses qu'on avait déjà archivées, compilées à la Société de l'eau souterraine, mais il y avait plusieurs trous et certaines mises à jour qui restaient à faire. Il fallait aussi tout intégrer ça. Et à partir de la deuxième moitié de 2019, on est passé en phase de calibration parce que la CESAT est un organisme profondément cartésien. On n'a pas les ressources ou les mandats officiels pour se mettre à plancher sur des choses qui ne vont pas pouvoir atterrir. Donc, pour nous, c'était important d'avoir des recommandations qui ne soient pas idéales, qui ne soient pas celles qu'on voulait absolument avoir, mais des recommandations qui étaient réalistes, qui étaient adoptables, par exemple par un conseil municipal. Donc, on recherchait un certain équilibre. Et pour faire cette calibration-là, on a mis un grand effort là-dedans. On a d'abord fait une série d'une dizaine d'entrevues avec des contacts, je vous dirais, qui ne sont pas des proches partenaires de la CESAT, mais c'est plus des gens qui ont chacun dans leur domaine une expertise et une expérience particulière en lien avec les questions qu'on abordait dans le cadre. Il y a beaucoup d'anciens aussi. Quand on n'est plus en fonction, ça peut libérer une certaine parole. Alors, on a un ancien préfet, on a un ancien ministre, on a un ancien président de la conférence régionale des élus. Et puis, c'est des gens aussi, c'est une dizaine de personnes qui avaient aussi tous en commun d'avoir un franc-parler suffisant pour nous le dire s'ils jugeaient qu'on était dans le champ et puis qu'on avait besoin d'être ramené vers un équilibre. Donc, on a eu ces entrevues individuelles-là. Il y a eu aussi, il y a un peu moins d'1 an, une session de travail conjointe où, avec les 2 organismes de bassin versant, mais aussi le Conseil régional d'environnement, on a réuni nos 4 tables de concertation et on a fait un exercice de concertation conjoint. On a pris un après-midi pour faire ça et puis donc toutes les propositions que vous allez voir aujourd'hui ont été soumises à cette assemblée-là, des gens donc qui régulièrement siègent sur des tables de concertation, qui se penchent sur des questions de l'eau. Et on a donc, suite à cet exercice-là, il y a plusieurs propositions qui ont été modifiées. Il y en a une qui est nette, il y a eu un ajout net qui a été fait aussi. Et dans un deuxième temps, on a eu donc une phase de consultation beaucoup plus large. On a lancé un sondage en ligne qui a été disponible pendant 2 mois. On a une centaine de réponses qui sont rentrées. C'est un sondage très long à faire, à remplir. Mais donc, on est très, très content des résultats qui sont rentrés. Et finalement, donc, il y a une révision finale par les collègues des 3 autres organismes, par les directeurs généraux. Donc, la version finale, quand vous allez voir le document en ligne, elle a été adoptée par le conseil d'administration en janvier 2020. Ça fait déjà 10 mois de ça. Et on avait prévu faire une conférence de presse de publication en mars. Les événements en ont décidé autrement. On a par la suite, donc, c'est ça, transmis le document au comité régional du phare. Et aujourd'hui, donc, enfin, avec la publication, on commence ce que Serge a soulevé, donc la campagne d'adhésion régionale. Donc, je vais commencer tout de suite avec les propositions. Étant donné, c'est ça, vous allez voir, l'eau, c'est un sujet très transversal. Hein, ça touche à un paquet d'affaires. Chaque personne va lire ce document-là,
va être familier avec 2, 3, 4 propositions. Les autres risquent d'être entièrement nouvelles. Il y a des choses, même au niveau du portrait, que je pense que n'importe qui va apprendre en lisant le document. Donc, dans cette optique-là, moi, je prendrais les questions même en cours de présentation. Tout de suite, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Donc, la première que je vais présenter, il va mentionner que j'aimais bien sortir les particularités du cadre régional, du cadre légal. Donc, on va justement commencer avec un secret bien gardé du cadre d'autorisation des prélèvements d'eau au Québec. Ce n'est pas tous les prélèvements d'eau qui sont égaux vis-à-vis du cadre légal pour les autorisations. Il y a dans la loi sur la qualité de l'environnement un sous-ensemble du Québec qui est désigné le bassin du fleuve Saint-Laurent. C'est la portion grisée ici. J'ai mis un zoom sur la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et c'est en annexe à la loi sur la qualité de l'environnement. C'est directement tiré de la loi. Et à l'intérieur de ce bassin-là, vous allez avoir des normes d'autorisation pour les nouveaux prélèvements d'eau qui vont être plus détaillées et plus sévères que pour tout le reste du Québec. Puis quand je dis bassin du fleuve Saint-Laurent, c'est vraiment juste la partie fleuve. Ce polygone-là s'arrête à la hauteur de Trois-Rivières, quand le Saint-Laurent devient un estuaire. Donc, tout ce qui coule au nord ou tout ce qui coule à l'est est exclu de ce polygone-là. Et puis, en gros, là, ça représente le territoire au Québec qui est visé par l'entente sur les Grands Lacs, l'entente internationale sur les Grands Lacs et le Saint-Laurent, dont le Québec, l'Ontario et les États du Midwest sont signataires. Donc, c'est dans le cadre de cette entente-là que ces normes plus sévères-là sont prévues. Mais, donc, cette ligne-là qui sépare le polygone du reste du Québec, il traverse 6 régions administratives, dont l'Abitibi-Témiscamingue, d'ouest en est, et ça fait que des prélèvements d'eau, dépendamment s'ils sont pris dans le bassin versant, donc de ce qui coule vers le nord, Abitibi-Jamésie, ou de ce qui coule vers le sud, les affluents de la Kino-Gévis, pour le territoire drainé, le territoire de gestion de l'OBV du Témiscamingue, il va y avoir des normes différentes. Une des principales, donc on en a le détail dans le cadre, mais une des principales, c'est les transferts massifs intra-Québec. Les transferts massifs intra-Québec, ils sont interdits s'ils sortent de ce bassin-là, du bassin du fleuve Saint-Laurent. Donc, par exemple, on ne pourrait pas prendre une grande quantité d'eau et l'envoyer dans d'un affluent de la Kino-Gévis et l'envoyer à quelques dizaines de kilomètres d'autre bord de l'Esquerre Saint-Mathieu-Berry dans un affluent de la Ricana. Mais on pourrait faire le contraire dans le cadre légal actuel. Fait que ça, c'est un exemple. Il y en a plusieurs autres. Donc, la première recommandation que je vous présente aujourd'hui, c'est tout simplement d'uniformiser l'application des règles d'autorisation des prélèvements. Donc, ce qui est prévu pour le bassin du fleuve Saint-Laurent, que ce soit prévu pour l'ensemble du Québec. Donc, si vous avez les transferts massifs, on a aussi pour les très grands prélèvements, les plus de 379 mètres cubes par jour. Alors, à ce moment-là, il va y avoir des normes plus sévères qui vont être prévues pour ces grands prélèvements-là. Il y a la possibilité de suivre un programme sur l'utilisation efficace de la conservation de l'eau. Il y a des nouveautés aussi qui nous viennent de la réforme récente de la loi sur la qualité de l'environnement. Moi, j'ai lu juste cette semaine, ça m'a pris du temps, mais le nouveau règlement sur les autorisations ministérielles qui va entrer en vigueur dans 1 mois et demi, le 31 décembre. Et il y a quelques nouveaux changements aussi qu'on a notés là. Par exemple, c'est seulement les préleveurs dans le bassin du fleuve Saint-Laurent qui sont tenus dans la demande d'autorisation d'inscrire le volume maximal qui prévoit prélever. Si on est à l'extérieur de ce polygone-là, pas besoin de se mettre de plafond. Est-ce que vous avez une question, M. Guindon? Oui, c'est par rapport à la carte juste avant, là, mais dans le fond, vous devez la remonter. C'est juste la ligne au nord, ça suit la ligne de partage des eaux, c'est ça? Exactement. Okay. Oui, c'est la ligne de partage des eaux continentales. Donc, ça épouse parfaitement la séparation du territoire entre les deux organismes de bassin versant. Okay. Ça, c'est notre proposition 3. Ensuite, on va aller au niveau municipal. La plupart des grands préleveurs industriels et commerciaux de la région, ils sont approvisionnés en eau par leur propre puits. Ils vont avoir leur propre prise d'eau ou leur propre prise d'eau, ça peut être dans un cours d'eau, lac ou rivière. Mais on en a quand même un certain nombre qui, eux, vont être approvisionnés par des réseaux municipaux d'eau potable.
C'est des volumes typiquement beaucoup moins grands que les autres, mais ils sont aussi plus nombreux. Il y a donc un grand nombre de petits consommateurs industriels et commerciaux qui sont alimentés par réseau d'aqueduc municipal. Quand on fait le bilan régional de ces consommateurs-là, on ne va pas très loin. Ce bilan-là, il nous vient essentiellement de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Il y a un bilan qui est fait à chaque année. Et quand on se base sur le bilan de 2017, le dernier publié, on constate que les municipalités de la région ne connaissent pas les taux de consommation d'eau potable de leurs consommateurs industriels et commerciaux parce qu'il n'y a pas suffisamment de compteurs d'eau sur le réseau. Et ça se reflète dans la très grande variabilité de la taxation. Une des choses qu'on a archivées dans le cadre de gouvernance, c'est on a approché toutes les municipalités de la région et on a rapatrié tous les règlements de taxation des services d'eau potable. Et c'est la jungle complète. Il n'y en a pas deux pareils. C'est très, très, très varié. Et dans plusieurs cas, ça vient du fait que on n'a pas de chiffres exacts sur les débits de consommation sectoriels, institutionnels, commerciaux, industriels, résidentiels. Donc, quand on regarde le bilan du raccordement du secteur non résidentiel en région, donc ici, taux d'équipement compteur d'eau, donc c'est seulement le secteur non résidentiel. Donc, ça inclut les industries et les commerces, mais aussi l'institutionnel, comme le bâtiment où on est ici en ce moment. Donc, le portrait régional est d'à peu près 40-60 %. On a 60 % de nos bâtiments non résidentiels qui n'ont pas de compteur d'eau, donc on n'a pas d'idée du débit de consommation de ces secteurs-là. 40 % où c'est équipé de compteurs. Là où le bilan régional est très, très, très biaisé, je mentionnais ici qu'il y a une grosse exception, c'est au niveau de la ville de Rouen. Si on enlève les chiffres de la ville de Rouen, le portrait régional est complètement différent. Donc, à l'extérieur de cette ville-là, pour les 4 autres MRC, là, le portrait est beaucoup, beaucoup plus polarisé. On va avoir 85 % de bâtiments qui ne sont pas équipés de compteurs d'eau et seulement un 15 % qui est desservi. Donc, ça, c'est le bilan de 2017. Dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, il y a plusieurs municipalités de la région qui, en ce moment, sont en train de faire cette mise à jour-là. Dans 3-4 ans, le portrait va avoir changé. Mais il y a encore des municipalités qui satisfont aux indicateurs de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable et donc qui n'ont pas d'incitatif à faire l'installation de compteurs d'eau additionnels sur le secteur non résidentiel. Donc ça, c'en est un, je dirais, où là, on a trouvé un équilibre. La stratégie québécoise d'économie d'eau potable encourage les municipalités en ce sens-là. Nous autres, on veut renforcer le signal, donc le signal qu'on envoie aux municipalités qui opèrent un réseau d'aqueduc, et y compris celles qui atteignent déjà les objectifs de la stratégie, bien, c'est de raccorder le secteur industriel en compteur d'eau. On a évalué d'autres alternatives qui étaient d'y aller encore une fois comme c'est en ce moment le cas avec la stratégie, qui est une stratégie non coercitive. À l'inverse, on aurait pu être beaucoup plus ambitieux que ça et dire on veut avoir le secteur industriel et commercial, mais on a choisi donc cet équilibre-là au secteur industriel qui représente un petit nombre de consommateurs et typiquement des plus grands consommateurs que le secteur commercial. Donc ça nous semblait être un bon équilibre comme signal envoyé aux municipalités qui opèrent des réseaux d'aqueduc. Pour avoir donc, je vous rappelle tout ça, c'est simplement pour avoir une connaissance des taux de consommation actuels qu'on a dans les différents secteurs et dans un deuxième temps, donc faire une mise à jour de la réglementation municipale pour refléter ça. Troisième proposition de règle de gouvernance, ça c'est aussi un autre point qui est très peu connu dans le cadre légal, c'est que les commerçants d'eau embouteillée qui opèrent leur propre prise d'eau ne bénéficient pas d'une très, très grande couverture, d'une très grande protection de leur aire d'alimentation. Donc, le territoire à l'intérieur duquel une goutte d'eau va finir par être pompée par le puits de l'embouteilleur. En fait, ils bénéficient du même type de protection qu'une résidence isolée, donc une maison qui a son propre puits où il y a moins de 20 personnes.
En région, on a 2 embouteilleurs qui ont leur propre prise d'eau, mais dans le cas d'Onibi, la prise d'eau est dans le nord du Québec, c'est au nord de la ligne du 49e parallèle. Donc, on parle effectivement, pour ce qui est de l'aire d'alimentation, seulement du cas d'ESCA Inc., qui est à Saint-Mathieu-d'Aricana. ESCA bénéficie de plusieurs initiatives de la MRC et particulièrement de la municipalité de Saint-Mathieu-d'Aricana qui a des normes très sévères sur les abats de poussière, sur les déglaçants, qui a modulé elle-même sa foresterie aussi sur Esquerre. Ils sont signataires d'une entente de délégation de gestion avec le ministère, donc ils ont une portion de l'aire d'alimentation où c'est eux autres qui font la foresterie et ils appliquent les normes de foresterie les plus sévères de toute la région. Mais Saint-Mathieu et la MRC ne contrôlent pas tout. Et puis, donc, il y a certains types d'usages auxquels l'aire d'alimentation d'ESCA demeure vulnérable, notamment l'exploitation de sablière, c'en est un qui revient souvent dans les journaux. Donc, la proposition qu'on fait pour les aires d'alimentation des embouteilleurs, bien, c'est tout simplement de reprendre une formule qui est déjà dans le cadre légal, qui est les usages qui sont commercialisés comme haute consommation humaine, et de faire établir ces prélèvements d'eau-là comme des prélèvements de catégorie 1 au sens du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Les catégories 1, c'est l'équivalent d'une municipalité qui dessert plus de 500 personnes et au moins une résidence. Donc là, à ce moment-là, il y a des normes de protection plus fortes qui embarquent et qui aideraient donc ESCA à pouvoir mieux protéger le territoire qui fournit sa matière première. Donc ça, évidemment, ce qu'on propose ici, c'est un changement réglementaire. Ce ne serait pas exclusivement au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, la 4e et dernière proposition de règle de gouvernance que je vais présenter aujourd'hui, elle parle donc des revenus sur l'exploitation industrielle et commerciale de l'eau qui sont encadrés par le régime de redevance sur l'eau du Québec. Ce régime de redevance-là a 10 ans. On célèbre cette année son 10e anniversaire. Et vous voyez, donc 2010, c'était la première année où il y avait des revenus qui étaient associés à ça. C'était beaucoup moins que ce que le ministère espérait avant la mise en œuvre du régime, mais c'est bon an, mal an, à peu près 2,5 millions qui sont générés par des payeurs de redevances au Québec. Et par voie de demande d'accès à l'information, la CISAT donc a obtenu le détail de ce qui avait été dépensé sur ce régime de redevance-là pendant les 7 premières années. Il faut dire que le règlement sur la redevance prévoit à l'article 11 que les sommes sont versées au fonds vert aux fins d'assurer la gouvernance de l'eau. Le fonds vert a eu très mauvaise presse dans la dernière décennie. Il a été tout en haut du menu du vérificateur général dans plusieurs rapports. Et en ce moment aussi, le virage qu'on voit vers le plan d'électrification des transports, la lutte au changement climatique, laisse dans l'ombre d'autres revenus qui sont versés au fonds vert sur les matières résiduelles, sur les autorisations environnementales, mais aussi donc les petits revenus de la gouvernance de l'eau. Ça n'a rien à voir avec la bourse sur le carbone, là, qui est une coupe d'ordre de magnitude plus importante. Mais le régime de redevance sur l'eau, moi je dis souvent, c'est comme un petit arbre. Il a été planté, il ne va pas être réduit, il ne va que se développer et grandir au fil du temps. Et quand on examine les dépenses de ces revenus-là, on se rend compte que sur les 7 années, il y en a à peu près 20 qui sont sortis du ministère, qui sont allés à des transferts en dehors du gouvernement du Québec et qu'un autre 80 semble avoir été dépensé à l'interne. Donc, selon notre définition à nous, pas en gouvernance de l'eau. Donc, on a 2 propositions de règles dans le cadre de gouvernance qui sont, une légère modification au règlement, mais 2 aussi quelque chose de beaucoup plus vigoureux, qui est donc un examen du vérificateur général, justement spécifiquement sur les revenus associés au régime de redevance sur l'eau. Évidemment, l'AVG, elle ne répond pas aux demandes de tout et n'importe qui, elle répond seulement à l'Assemblée nationale. Donc là, ici, le porteur de ballon que vous avez entre crochets ici, il faudrait que ce soit un membre de l'Assemblée nationale, que ce soit nos députés ici en région, que ce soit le gouvernement lui-même, que ce soit les porte-paroles de groupes d'opposition en matière d'environnement. Donc, j'ai sélectionné ces quatre propositions de règles-là pour vous montrer un peu l'éventail et la variété qu'on peut avoir dans le document.
Quand on terminait nos exercices de calibration, que ce soit avec nos partenaires, les trois autres OBNL, ou que ce soit avec le sondage, on faisait toujours un bilan pour voir dans l'ensemble quelle était l'appréciation des propositions de règles de gouvernance qu'on avait mis de l'avant. Il y avait 2 questions qui étaient posées. Donc ici en bleu, les partenaires, ce sont les 4 organismes de gouvernance, et en orange, ce sont les répondants, monsieur et madame tout le monde, qui ont répondu au sondage. Donc la première question qu'on posait, c'était dans l'ensemble, est-ce que les propositions vous semblent trop audacieuses, bien équilibrées ou trop conservatrices? Donc vous voulez un bon équilibre entre ne pas être trop démagogue, mais ne pas être trop conservateur non plus. Et on est très, très, très heureux du résultat qu'on a trouvé. Donc, on a un mode très fort au niveau de l'équilibre de nos propositions, particulièrement de la part de nos partenaires. La deuxième question, c'était sur l'exhaustivité de l'exercice qu'on avait fait. Alors ici, on demandait encore une fois à ces 2 cibles, à ces deux modes de calibration-là, les partenaires et le sondage, est-ce que les propositions dans l'ensemble sont très complètes, plutôt incomplètes ou très incomplètes? Et là, ici, on a un mode très fort au niveau de plutôt complète. On est très content de ça, très confortable avec ça, mais on note quand même, encore une fois, l'eau est un sujet très transversal. Il n'y a pas grand-chose à quoi ça ne touche pas, que dans 5-10 ans, avec une couple de tours de plus de plan directeur de l'eau d'OBV, ou bien avec donc quelques années de plus de mise en œuvre du projet ESCAR de la CESAT, il est très possible qu'on ait une réédition à faire à ce cadre de gouvernance-là. On espère que dans 5 à 10 ans, il y en a certaines qui auront été atteintes et qu'on pourra retirer de la liste pour faire de la place pour en mettre des nouvelles. Donc, en terminant, je vais encore une fois remercier le Fonds d'appui au rayonnement des régions, le comité de sélection régionale du phare particulièrement, donc sans qui rien de tout ça n'aurait pu être réalisé. Nos partenaires des 2 organismes de bassin versant, Abitibi-Jamésie, du Témiscamingue et du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, merci beaucoup. Donc, en conclusion, je dirais simplement que ce cadre de gouvernance-là, pour l'instant, en janvier dernier, c'était seulement un cadre de gouvernance pour la Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue. Donc, Serge y a fait allusion en début de conférence. Dans les prochains mois, donc, on veut mener une campagne d'adhésion régionale. On part à la chasse aux appuis. Et il y a 2 demandes d'appui qui ont déjà été lancées. Il y en a une d'une institution qui est encore en cours d'analyse. Donc ça, je vais respecter l'anonymat pour ne pas mettre de pression puis leur laisser le temps d'évaluer. Mais la deuxième, c'est nos collègues de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Yves y a fait référence. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer la table de concertation de cette OBV-là il y a 3-4 semaines. Et puis, donc, on a récolté notre premier appui régional à l'extérieur de la Société de l'eau souterraine. On est très, très, très heureux que ce soit eux. Et l'importance d'avoir un appui de l'OBV du Témiscamingue à ce moment-ci est aussi stratégique parce que ça nous permet de déposer dans une semaine une demande de financement pour soutenir cette campagne d'adhésion régionale-là. Donc, on va déposer une demande au programme de soutien régional aux enjeux de l'eau, le PSREE. Ça va être un projet tout simple. Ça va être d'aller rencontrer un certain nombre d'institutions régionales, villes, Premières Nations, MRC, industrie, pour aller présenter ce cadre-là. Vous avez peut-être pu constater déjà que ce n'est pas le genre de choses qu'on peut envoyer par la poste puis juste demander un appui. Ça prend une présentation, ça prend quelqu'un pour être prêt à répondre aux questions. Ça va dans plusieurs sphères d'activité, de gestion, d'aménagement et d'utilisation des ressources et du territoire. Donc, ça prend un support actif pour faire ce transfert-là. Donc, c'est ce qu'on veut avoir, donc un financement pour faire une campagne d'adhésion régionale au cours des prochains mois. Notre premier arrêt, évidemment, ça va être les 2 autres collègues au BNL, donc l'organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie et le Conseil régional de l'environnement, parce qu'une fois qu'on aura ces appuis-là, les 4 organismes hauts de la région, entre guillemets, pourront parler d'une seule et même voix. Donc ça, je vous dirais, c'est la priorité pour moi. Et une fois que ça se sera fait, donc on partira à la conquête du reste de la région. On espère pouvoir vous convoquer pour faire un bilan de cette campagne d'adhésion-là dans 1 an, quand on aura terminé.
D'ici là, je vous remercie énormément d'avoir été présent à l'événement d'aujourd'hui. Et puis, encore une fois, donc, s'il y a des questions, Serge, moi, Yves et Luc seront disponibles pour les entrevues individuelles.